De débat économique, les discussions se mènent autour de la structuration des économies africaines et le rôle des différents acteurs. Les travaux sont marqués du sceau du Programme national de développement économique et social du gouvernement burkinabé qui entre dans sa phase de mise en œuvre. Et puis le président vénézuélien dénonce une attaque terroriste contre la Cour suprême. Un hélicoptère de la police a ouvert le feu sur le siège du tribunal de justice et le ministère de l'Intérieur. Selon Nicolas Maduro, c'est une attaque destinée à provoquer un putsch. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un excellent appétit si vous êtes à table. Cela dit, le Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale ouvre le débat sur la structuration des économies africaines et le rôle des différents acteurs. La semaine de débat économique de Ouagadougou jette un regard sur la vie économique, cheville ouvrière de tout développement. Les travaux de la 11e édition de cette semaine se tiennent au moment où le Programme national de développement économique et social du gouvernement burkinabé amorce sa phase de mise en œuvre. Urbain Benito Somé, Nyarkiteda. Transformer structurellement les économies africaines, le CEDRES, le Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale de l'Université Ouagadougou, y croit. Pour le professeur Idrissa Ouedraogo et son centre, il suffit de savoir définir le rôle des différents acteurs de développement. C'est tout l'enjeu de la 11e édition de la CEDECO, la semaine de débat économique qui se mène en ce moment à Ouagadougou. L'économie, c'est le bon sens, c'est quelqu'un qui a du bon sens, c'est comprendre l'économie. C'est l'économie, en fait, les questions économiques du pays, c'est tout le monde qui est concerné par ces questions-là. Et si le pays marche, c'est tout le monde qui en profite. S'il ne marche pas, nous perdons tous. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'il faut qu'on se mette tous ensemble pour pouvoir donc proposer des solutions idoines donc, en fait, à nos gouvernants. Il s'agit concrètement pour eux de diagnostiquer les facteurs bloquants afin de déterminer des bases solides pour une économie qui repose sur une croissance forte, durable et inclusive, telle que soutient le PNDS. Cette 11e édition se tient au moment où nous sommes en plein dans la mise en œuvre du plan national de développement économique et social. Et dans le PNDS, l'un des axes est justement la transformation structurelle de l'économie. Donc quels sont les facteurs bloquants qui font que notre économie n'avance pas? Parce que les études ont montré que lorsque on veut inverser durablement la pauvreté, il faut qu'on atteigne un taux moyen de croissance sur la durée de 7% par an. Le gouvernement attache du prix aux conclusions qui seront issues de la semaine de débat économique, selon la ministre en charge de l'économie. En attendant, la clôture prévue pour vendredi prochain, les acteurs sont unanimes. Partout où la pensée se déploie, il y a toujours des progrès. Opérateurs et acteurs des postes invités à réfléchir sur les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies pour booster le secteur, créer de nouveaux emplois et de nouvelles richesses. C'est à l'occasion de la journée postale qui ouvre ses portes ce matin pour les refermer le 30 juin prochain. Isaka Ouedraogo Tanga Kafando. Opérateurs postaux, acteurs du développement socio-économique, c'est sous ce thème que se tient la 6e journée postale à Ouagadougou. Il s'agit de rappeler le rôle et la place des opérateurs postaux dans le développement socio-économique du Burkina Faso, poursuivre la sensibilisation des acteurs du secteur sur le respect des textes légaux et réglementaires et susciter des innovations dans le secteur postal. Les 3 jours de réflexion permettront aux participants d'échanger sur les enjeux de la politique sectorielle de l'économie numérique, la concurrence déloyale, le commerce électronique et les stratégies de développement du secteur postal. Aujourd'hui, le numérique offre énormément de possibilités pour le secteur postal qui se doit de se repositionner, de réinventer, de revoir en fait ses activités. Du colis postal traditionnel, on va à un autre type de métier, donc qui reste donc à être développé et pour véritablement offrir des services innovants à la satisfaction et à la demande des populations. La Poste est perçue comme un secteur dynamique, important et sensible. En 2016, le secteur a généré plus de 1260 emplois et un chiffre d'affaires de plus de 6 milliards 270 millions de francs CFA au Burkina Faso. 1867-2017, le Canada a 150 ans aujourd'hui. Les Canadiens résidant au Burkina Faso marquent l'événement d'une pierre blanche. Et ce sont 2 anniversaires qui sont célébrés hier.
28 juin à Ouagadougou, à la résidence de l'ambassadeur, la fête nationale du Canada, mais aussi les 55 ans de bonnes relations de coopération bilatérale entre les deux pays. Le Canada réitère son engagement à soutenir les efforts de développement du gouvernement burkinabé. Les temps forts de la soirée avec Nong Bakouda et Nyarki Teda. C'est avec fierté que les Canadiens résidant au Burkina Faso ont célébré les 150 ans de leur pays. Une soirée pleine d'émotions au cours de laquelle Burkinabés et Canadiens se sont réjouis des liens serrés qui unissent les deux pays depuis 55 ans. Dans l'objectif commun d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés, le Canada contribue à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDES. Notre appui actuel cible prioritairement l'amélioration de l'accès aux filles et à une éducation de base de meilleure qualité, ainsi que le renforcement de la gouvernance du secteur. En ce qui a trait à la santé, le 8 mars 2017, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, le Canada a annoncé l'octroi de 650 millions de dollars pour favoriser l'accès à l'éventail complet des services de santé sexuelle et reproductive. Pour le gouvernement burkinabé, le Canada est un partenaire efficace et au ministre en charge des Finances de remercier le dynamisme de ce partenariat. Vous savez qu'ils ont une école nationale d'administration très connue et qui a formé beaucoup de cadres burkinabés, qui a un partenariat aussi avec l'INAREF, nos écoles de formation. Donc ça, c'est un aspect aussi important. Et puis bien sûr, le domaine de la transformation de l'économie et à travers surtout leur investissement dans le secteur minier, à travers les interventions dans le secteur de l'énergie et la promotion du secteur privé. Le Canada est un pays de justice, de tolérance, de respect et d'hospitalité, selon les témoignages des Burkinabés ayant fait un tour dans ce pays. La nouvelle a défrayé la chronique 0% au certificat d'études primaires session 2017. C'est le taux de réussite vierge, ou plutôt de non-réussite affiché par l'école primaire publique de Mahon dans le Kénédougou. Sur un effectif de 39 élèves présentés, aucun n'a réussi à l'examen. Un résultat qui suscite pas mal d'interrogations. L'une de nos équipes de reportage a fait un tour dans le village pour chercher des réponses. Nous suivons Lamine Karantao et Ali Traoré. Vous le savez déjà, l'école primaire B de Mahon dans le département de Kangala, dans le Kénédougou, a fait un taux de succès de 0% au CEP, le certificat d'études primaires. Sur un total de 39 candidats, personne n'a réussi à l'examen. Cette situation est mal vécue ici, dans la localité. Nous, nos cœurs vraiment sont vraiment aigris. Les femmes, tous les parents se plaignent maintenant. Que faisaient les enseignants? Or, les enfants, ils étaient à leur portée. Tout enfant qui était là, ils étaient à leur portée. Aucun enfant n'était à notre portée. C'est une situation qui me choque beaucoup. D'entendre que mon village a une école qui a eu 0%. Ça me choque beaucoup. Parce qu'en tant qu'enseignant, des situations, c'est très difficile à vivre. Mais quelles sont les causes de cet échec? À qui la faute? Autant de questions auxquelles on a tenté de trouver des réponses. Selon des parents d'élèves, la faute incombe au corps enseignant. La faute, elle est multidimensionnelle, je dirais. Il y a la faute de l'enseignant titulaire de la classe, il y a la faute du directeur et il y a la faute de l'inspection. Comment? Le directeur est censé savoir ce que l'enseignant fait dans sa classe. Alors l'inspecteur, c'est lui qui suit. C'est lui qui a donné une lettre de mission à son directeur. Donc moi, je me dis que la responsabilité leur incombe. CP1, s'ils n'ont pas bien tenu, je les ai passés au CP2. S'ils n'ont pas tenu, ça aurait jusqu'à la 3e. D'autres, par contre, pensent que la responsabilité est partagée. Les parents d'élèves aussi, ils sont dans cette situation-là. Parce que si vous envoyez votre enfant à l'école, vous ne le surveillez pas, vous n'allez pas voir son maître, vous ne prenez aucun renseignement. L'enfant est là parce que, comme une bête, comme un animal, c'est pas un mouton. C'est vraiment dommage. Les moyennes des élèves en classe étaient évocateurs. Tu avais la moyenne en classe? Non. Tu avais combien de moyennes?
3 douanes. Pourquoi vous avez tous échoué au CEP? Je ne sais pas, bon Dieu, de bon Dieu. Mais le bureau de l'APE se dit surpris des résultats. On ne s'attendait pas à ça. Puisque l'école B a été ouverte en 2008. En 2008, bon, les premières promotions, donc, quand ils ont fait le CP, il y a eu 18 admis. Bon, l'année passée, il y avait 25 admis. Nous-mêmes étant à payer, on s'entendait vraiment. Cette année, s'il y a du plus, on va faire une clôture avec les maîtres. Nos multiples efforts pour joindre les encadreurs ont été vains et même l'enseignant de la classe concernée nous a envoyé balader. Les personnes migrantes ont des droits. C'est l'association Alerte Migration Afrique qui rappelle cela en réaction au traitement infligé à des migrants burkinabés en Guinée rapatriés il y a quelques jours. L'association n'entend pas s'arrêter là. Elle envisage des actions dans les prochains mois. C'est du moins ce qu'elle confie aux hommes de médias Paul David Bambara et Yolande Lompo. Il fait partie des nombreux jeunes qui ont été rapatriés récemment de la Guinée-Conakry. Après 8 mois passés dans ce pays à la recherche de quoi subvenir aux besoins de sa famille restée au Burkina, Moussa est de retour, le cœur meurtri. Un jour, les Guinéens sont venus dire que l'argent que nous versons leur compte là, qu'il y a des gens qui retirent l'argent là, que maintenant, ils vont venir faire les changements, que c'est nous-mêmes qui vont déplacer, venir les donner l'argent là. Donc, tout précisément, il y a des cargos qui sont venus. Donc, venir nous prendre pour aller fermer dans une village de Sigri. Nous avons fait une semaine là-bas. Donc, avoir les pas pour manger la même chose, c'est du problème. Convaincu que la migration est et demeure une opportunité, l'association Alerte Migration Afrique invite les jeunes à s'informer avant tout projet de migration pour éviter pareille situation. Les 380 Burkinabés expulsés ont, en plus des traitements inhumains et dégradants, subi les affres de la route. Abandonnés à la frontière, certains ont été confrontés à des difficultés d'ordre sanitaire, alimentaire et d'habillement. Comme ils le confient tous, la route n'a pas été simple pour nous. Outre ces actions de plaidoyer, elle entamera du 2 au 11 juillet prochain une caravane des migrations africaines qui la conduira à Tinkodougou, Garango, Bitou et Saint-Cancé. Les policiers radiés en 2012 marchent pour se faire entendre. Dans le message remis au directeur général de la police, le point principal demeure la réintégration des 136 fonctionnaires de police radiés. Leur espoir que le président du Faso soit favorable à cette réinsertion professionnelle. Ils sont soutenus par leur famille dans leur marche de ce matin à Ouagadougou. Rasman Ezundi, Ismaël Diloma Sirima. L'hymne national entonné à vive voix pour marquer le départ de la marche des policiers radiés en 2012. De la place de la Nation à la direction générale de la police, en passant par le rond-point des Nations, ils ont battu le pavé pour se faire entendre. Sous la pluie, ils ont montré leur détermination à transmettre leur message au premier responsable de la police. Nous disons que le problème de la réintégration des 136 fonctionnaires de police ne doit pas être une question politique. Il faut sortir hors du cadre de la politique et nous disons que pour redorer l'image de marque de cette institution policière noble et républicaine pour le Faso, il va falloir que le président du Faso se prononce, à savoir la réintégration des 136 fonctionnaires de police. Les familles des policiers révoqués se sont elles aussi joints à la marche pour s'adresser également au président du Faso. Nous lançons un appel à son Excellence, Monsieur le Président du Faso, de prendre une décision pour que nos époux retrouvent leurs fonctions afin d'apaiser nos cœurs. Les premiers responsables de la police ont salué cette démarche des 136 policiers révoqués en 2012. Et le message va être transmis à qui de droit. Ce que je peux ajouter, c'est de vous remercier d'être de façon organisée déplacé à la devanture de la direction générale de la police nationale.
Pour cette marche, les policiers révoqués en 2012 avaient à leur côté le collectif pour un peuple uni. Un mot de l'actualité africaine à présent, le Tchad menace de retirer ses troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme s'il ne reçoit pas de soutien. L'armée tchadienne enregistre beaucoup de pertes dans cette guerre contre Boko Haram. Des soldats sont encore tombés dans une récente opération dans la région du lac Tchad. 8 soldats tchadiens et 160 terroristes ont été tués dans une opération menée par la force régionale de lutte contre les djihadistes de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Cette force régionale fait toujours face à une insurrection armée des islamistes. Même s'ils ont été chassés de la plupart des territoires, les insurgés continuent de mener des attaques dans cette région frontalière au Nigeria, au Cameroun, au Niger et au Tchad. L'armée tchadienne la plus aguerrie de la région perd un lourd tribut dans cette guerre. Au début du mois de juin, 9 de ces soldats ont été tués sur la rive nord du lac. Des pertes en nette augmentation qui ont fait réagir le président Idriss Déby ces derniers jours. Il envisage de retirer une partie de ses troupes engagées dans la lutte contre le terrorisme s'il ne reçoit pas de soutien. La crise socio-politique qui ébranle le Venezuela connaît un regain de tension. Le président vénézuélien Nicolas Maduro dénonce une attaque terroriste destinée à provoquer un putsch et révèle qu'un hélicoptère a ouvert le feu sur la Cour suprême et le ministère de l'Intérieur. À Caracas, un hélicoptère a jeté des grenades sur la Cour suprême et tiré des coups de feu sur le ministère de l'Intérieur, selon les autorités qui dénoncent une attaque terroriste. Aucune victime n'est à déplorer. Les cibles n'ont pas été choisies par hasard, accusées par l'opposition de piloter la répression et de servir les intérêts du pouvoir en place. Le pilote de l'hélicoptère a été identifié. Il s'agit d'un ex-fonctionnaire de la police scientifique. On le voit dans cette vidéo publiée sur son compte Instagram. Il explique qu'une opération est engagée pour restaurer la démocratie. Il dit représenter un collectif de militaires, civils et policiers hostiles à l'exécutif criminel. Il ajoute, nous sommes des nationalistes et patriotes. Nicolas Maduro y voit une escalade de l'offensive insurrectionnelle et se dit prêt à aller au combat pour éviter que le Venezuela ne plonge dans le chaos. Depuis 3 mois, le Venezuela est le théâtre de violentes manifestations anti-gouvernement qui ont fait près de 80 morts. L'opposition réclame avec insistance la démission du successeur d'Hugo Chavez, accusé de se comporter en dictateur et d'être responsable de la grave crise économique qui frappe le pays. Et pour refermer ce journal, retour au Burkina Faso pour la lecture croisée des quotidiens. La revue de presse est signée Vincent Kiendrevego. Programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, les quotidiens rapportent un grand intérêt du public pour ce programme. Les guichets spéciaux de financement sont pris d'assaut par les jeunes et les femmes, constate Sidoya, qui a fait la ronde des différents guichets des 5 fonds crédités par le gouvernement pour soutenir les initiatives entrepreneuriales. Et l'affluence est encore plus forte au niveau du fonds d'appui des initiatives des jeunes, le FEJ, qui octroie 100 000 à 1 million de francs CFA aux jeunes de 18 à 35 ans. Puis vient le FARF, le fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes, point de convergence de la jeune féminine. Aujourd'hui, au Faso donne quelques chiffres de ce programme. 30 000 projets de jeunes et de femmes à financer avec 16 milliards et demi de francs à injecter sur une période de 3 ans. Malam Diko serait-il mort? Le pays relaie une information selon laquelle le chef du groupe terroriste Ansarul Islam serait probablement tué lors des opérations antiterroristes frontalières entre le Burkina et le Mali. Et dans un communiqué non authentifié, le groupe annonce un certain Jafar Diko comme nouveau chef, mais la mort de Malam n'est pas confirmée par les sources sécuritaires du journal, qui du reste relève dans un autre article cette déclaration du ministre de la Défense. Quel que soit le temps que cela prendra, nous allons vaincre le terrorisme, a affirmé Jean-Claude Bouda. Pendant ce temps, l'observateur Palga s'interroge sur le sort du Dr Elliott enlevé à Djibo depuis janvier 2016. Qu'est-il devenu? Que le font le Burkina et son pays d'origine, l'Australie, pour libérer le vieil homme? Aucune réponse, et pour l'Obs, au regard de son âge, plus les jours passent, plus on a de bonnes raisons de s'inquiéter.
Voilà, on s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Excellent après-midi à tous et à toutes.